Bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal. Merci d'être là encore ce soir. Pour nous suivre, nous allons prendre les titres de cette grande édition du mercredi 7 juin 2023. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix, a confirmé ce mercredi face à la presse le retrait graduel des éléments de la MONUSCO. Pendant ces temps, la mission continue de remplir sa mission, celle de la protection des civils. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, chargé des opérations de maintien de la paix, a animé ce mercredi 7 juin 2023 une conférence de presse à la MONUSCO UTEX Africa. Jean-Pierre Lacroix a évoqué la question sur les processus de transition entre la MONUSCO et l'armée loyaliste. Le retrait de la MONUSCO est graduel. Entre-temps, la mission continue de remplir sa mission qui est celle de protéger la population civile Patimbouzi. Arrivé fin séjour en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des opérations de maintien de la paix, a été devant la presse ce mercredi où il a longuement parlé du processus de transition entre la MONUSCO et les FARDC. Le retrait de la MONUSCO est graduel, d'où la mission continue de remplir sa mission, celle de protection de populations civiles, et elle continue à plaider pour répondre aux besoins humanitaires. Il y a un processus de transition, comme je l'ai déjà mentionné, de la MONUSCO. Et ce processus de transition, nous l'avons discuté avec le gouvernement congolais, fait l'objet d'un plan. À la demande des autorités congolaises, ce processus est en cours de révision, de manière à ce qu'il se concentre sur les critères les plus essentiels qui détermineront les conditions dans lesquelles le départ de la MONUSCO peut se faire. Les diplomates onusiens est aussi revenu sur le processus électoral en RDC. Il appelle donc les acteurs politiques de la société civile à l'apaisement à cause de tensions observées lors de manifestations organisées ces derniers jours. Jean-Pierre Lacroix. Et puis Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général de l'ONU, le secrétaire général adjoint de l'ONU, a été reçu hier par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à la primature. Ensemble, ils ont une séance de travail. Suivez ce reportage de Dieu merci Kandampoy. Après avoir jugé des positifs les 2 ans de l'état de siège en Ituri particulièrement, où il a été jaugé la température sécuritaire le dimanche dernier, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, accompagné de quelques hauts fonctionnaires internationaux de la MONUSCO, ont parlé sécurité avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui s'était fait entourer pour la circonstance par quelques membres de son gouvernement ainsi que ceux de son cabinet à la primature. Se livrant à la presse au sortir de cette séance de travail, Jean-Pierre Lacroix a exprimé son satisfait non sans revenir sur l'épineuse question du retrait de la MONUSCO, du retour de civils et du précantonnement des éléments du 1-23. La crise humanitaire au Congo mérite une attention spéciale et nous avons pris l'engagement de renforcer ce plaidoyer. Transition rapide, aussi rapide que possible, transition ordonnée, accent mis dans cette nouvelle phase de l'action de la MONUSCO menant à son départ graduel sur les priorités que j'ai indiquées, qui sont celles qui ont été indiquées par le gouvernement visant au renforcement des capacités de l'État, y compris s'agissant des forces de sécurité et des forces armées, accent mis aussi sur la mise en œuvre des processus que j'ai mentionnés. La restauration de l'autorité de l'État à travers les territoires nationaux passe ainsi par des efforts aussi bien du gouvernement congolais que de cette organisation mondiale que sont les Nations Unies, dont le leitmotiv est la paix dans le monde.
Et cette nouvelle, en bref, le secrétaire général du parti politique Ensemble pour la République, Dieudonné Bolengue-Tengue, a co-animé avec Christian Mwando hier mardi au siège du parti une conférence de presse au cours de laquelle ils ont dénoncé ce qu'ils qualifient des dérives dictatoriales après l'interpellation et les faits d'infraction imputés au conseil spécial du président de leur parti, Salomo Kalonda Della. La séance plénière du mardi 6 juin 2023 a été consacrée essentiellement à l'examen et l'adoption du rapport de la commission ECOFIN sur 2 projets de loi. Le premier relatif à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et le deuxième, c'est lui modifiant et complétant la loi du 13 mars 2003 portant réforme de procédure fiscale. Les 2 ont été déclarés recevables et envoyés à la commission pour intégration des amendements. Pour les amis, pour la suite. Faisant l'économie de ces rapports, le député Boris Mboukou, président de la commission, a indiqué que le projet de loi s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du programme de réforme et de modernisation de la Direction générale des impôts, lequel programme faisait partie du volet fiscal du programme économique du gouvernement élaboré en 2002. Ce système, dont le système en vigueur aujourd'hui, a l'inconvénient de ne pas établir la distinction claire entre la fiscalité des sociétés et la fiscalité des personnes physiques d'une part, et d'autre part, ce système entretient carrément, puis-je dire, une injustice fiscale dans la mesure où 2 personnes disposant d'un même revenu égal peuvent supporter des charges fiscales différentes selon la nature de leurs revenus. C'est pour remédier à ces inconvénients que le projet de loi soumis à la sanction de la représentation nationale initie un système d'imposition directe des revenus constitué de 2 impôts distincts, à savoir l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Ce système apporte certains avantages, notamment l'institution d'un seul impôt sur les sociétés et autres personnes morales en lieu et place de plusieurs cédules en application à ce jour. Pour ce qui est du deuxième projet de loi, celui modifiant et complétant la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, l'ECOFIN a adapté la loi numéro 004/2023 sur le régime fiscal en rapport avec la loi portant impôt sur les sociétés ainsi que sur l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Pour les députés Boris Mboukou, l'introduction dans la structure du système fiscal congolais de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les revenus des personnes physiques appelle ipso facto la modification de la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales. À l'issue du débat général, les 2 projets de loi ont été déclarés recevables et la commission dispose de 48 heures pour recueillir et intégrer les amendements proposés par les députés. Nous restons à l'Assemblée nationale pour vous dire que le président de la Chambre basse, Christophe Mbosson-Kodia, a échangé ce mercredi avec une délégation de la mission exploratoire électorale de l'Union européenne, invitée par les autorités RD congolaises à observer les prochaines élections. Elle est venue s'enquérir de l'existence réelle de conditions pouvant lui permettre de répondre affirmativement à la requête lui adressée. Suivez plutôt le chef de la délégation, Vincent Hindenberg. Je suis Vincent Ringenberg, je travaille à Bruxelles au sein de l'Union européenne, au service européen d'action extérieure qui est comme le ministère des Affaires étrangères de l'Union européenne et je conduis ici la mission exploratoire et électorale. Nous avons été invités par les autorités de RDC à observer les élections de décembre prochain et avant de prendre une décision si oui ou non nous allons observer ces élections, nous déployons une équipe de techniciens, nous sommes une équipe technique avant tout, pour voir si les conditions sont réunies pour l'observation des élections en décembre prochain. Notre présence ici, la présence d'observateurs européens doit être d'abord utile, nous devons avoir une valeur ajoutée, elle doit être souhaitable et elle doit être viable. Donc c'est important que nous nous assurions des conditions politiques, de sécurité et de logistique pour pouvoir déployer nos observateurs. Écoutez, nous venons d'arriver, nous sommes arrivés il y a 3 jours, nous avons 15 jours de mission, donc je ne peux pas vous répondre encore aujourd'hui parce qu'il est trop tôt. Nous avons tout un processus, des rencontres, des réunions, l'écriture d'un rapport avant de donner notre avis à notre hiérarchie pour qu'ils puissent prendre la décision si nous allons déployer une mission d'observation ou si au contraire nous n'allons pas le faire.
Tenu le mardi 6 juin 2023 à Pullman Hotel de l'atelier de validation de documents organiques et opérationnels et redynamisation du Comité national du programme hydraulique intergouvernemental de la République démocratique du Congo, organisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Cet atelier visait entre autres à doter le Comité national PHI d'une feuille de route des activités prioritaires. Polydor Gaziami, Juzen Belebele, commentaires et images. Actualiser les documents organiques et opérationnels et redynamiser le Comité national du programme hydrologique intergouvernemental de la RDC, c'est l'objectif stratégique principal que s'est proposé d'atteindre l'UNESCO en organisant cet atelier dont les travaux ont été ouverts par le représentant de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, et auquel ont pris part le ministère de l'Environnement et Développement durable avec ses différentes directions, les ministères du Plan, de la Recherche scientifique, du Budget, des Finances, des Ressources hydrauliques et électricité, du Développement durable, de l'Agriculture et de l'Aménagement du territoire. Dans son discours, le représentant de cette agence des Nations Unies a rappelé la genèse du programme hydrologique intergouvernemental et l'importance de la redynamisation de son comité national avant d'évoquer l'importance de l'accès à l'eau dans la réalisation des objectifs du développement durable, sans oublier son impact sur les écosystèmes et la biodiversité. Le PHI, Programme hydrologique intergouvernemental de l'UNESCO, vise à fournir un cadre pour une gestion durable de l'eau et des services hydrologiques. Ce programme se concentre sur plusieurs domaines critiques tels que les catastrophes liées à l'eau, la qualité de l'eau et la gestion des eaux transfrontalières. Ce sont quelques-uns des problèmes les plus urgents auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en termes de gestion de l'eau. Les conséquences d'une mauvaise gestion de l'eau ont des graves impacts environnementaux, sociaux et aussi économiques. Il faut rappeler que le programme hydrologique intergouvernemental de l'UNESCO est le seul programme du système des Nations Unies consacré à la recherche dans le domaine de l'eau, à la gestion intégrée des ressources en eau, ainsi qu'à l'éducation et au renforcement des capacités. Par ailleurs, la redynamisation du Comité national est l'une des recommandations faites lors de la célébration de la Journée mondiale de l'eau le 22 mars dernier. De son côté, le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Patrick Mathias Kabeya, a lancé l'opération de la récolte de maïs de la réserve stratégique alimentaire de la province, précisément à Movo-Kachia. Patrick Mathias Kabeya Machabidi était ce mardi 6 juin 2023 à Bakwansumba, dans le territoire de Miabi, donner le go de la récolte de maïs de la réserve stratégique alimentaire, programme initié par le gouvernement provincial du Kasaï oriental avec l'appui du gouvernement central. Ce vaste programme est élargi au niveau des différents territoires qui composent la province du Kasaï oriental. Madame le chef de secteur de Movo-Kachia a salué les efforts du gouvernement provincial. Du côté de la population, en liesse, c'est des cris d'encouragement à l'endroit du chef de l'exécutif. Une occasion pour cette population de lancer un message fort à tous, de venir se joindre aux efforts et à la volonté de mieux faire qu'a démontré Patrick Mathias Kabeya Machabidi. Le chef de l'exécutif a remercié la population pour son soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Mpanda. Merci à tous pour votre soutien. Nous nous inscrivons dans la vision du chef de l'État qui prône la revanche du sol sur le sous-sol. Nous allons faire lors de la saison A pour commencer les champs avant, afin de lutter contre la famine dans notre province. Le gouverneur Patrick Mathias Kabeya Machabidi a promis de s'investir davantage dans la lutte contre la famine, ce qui sous-entend la pratique intensifiée de l'agriculture sur l'ensemble de la province du Kasaï oriental.
D'une province à une autre, le directeur provincial éducationnel Chopo 1, Saint-Fourier Capita, s'est dit satisfait du déroulement des épreuves nationales de fin d'études primaires et NAFEP qui se sont bien clôturées et sans aucun incident majeur dans cette province, précisément dans la ville de Kisangani. Blaise Moussa nous en donne des détails dans ce reportage. Ces épreuves NAFEP s'étaient très bien passées sur toute l'étendue de la province éducationnelle Chopo 1. Il n'y avait aucune incidence signalée par les intervenants qui étaient affectés dans les différents centres. D'après les informations à notre possession, puisque nous étions très attentifs et vigilants, de manière que ces épreuves certificatives se passent correctement sur toute l'étendue de la province éducationnelle de Chopo 1. Je pense que les malles étaient les enveloppes étaient bien arrivées presque dans tous les centres. Ce que nous avions constaté, c'était que dans certains centres, il manquait les cahiers d'items. Et vite, quand l'inspecteur principal provincial était informé, il devait imprimer d'autres cahiers d'items pour envoyer dans ces centres de manière que les enfants puissent bien passer ces épreuves correctement, ce qui était fait. Nous allons à présent ouvrir la page sportive de ce journal. Pas de club désigné jusque-là par la Fédération congolaise de football, association FECOFA pour les interclubs de la CAF, reçu en audience ce mardi 6 juin 2023 par le ministre de Sport et Loisirs, François Kabulo Mwana Kabulo. Le comité de normalisation dit attendre le règlement de la CAF pour désigner les représentants de la République démocratique du Congo, Patrick Borel-Moukedi. Et le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, l'avenir du championnat national, mais surtout son format. Nous nous sommes entendus qu'une commission sera mise en place de sorte que l'on définisse le nouveau format du championnat, un format réaliste qui permette à ce que tout le monde joue et que la compétition arrive jusqu'à son terme pour éviter ce qu'on a vécu ces 2 dernières saisons. Par rapport à la participation des équipes congolaises, nous-mêmes, comme Conor, nous attendons le règlement. Et ça veut dire que l'opinion publique sportive aussi devra patienter. Ce qui est vrai, le championnat ne s'est pas joué, il n'est pas validé. Donc nous allons nous conformer au règlement des compétitions de la CAF pour désigner, et ça sera fait en temps utile. Le Conor était étonné de l'apprendre, puisqu'elle n'a jamais décidé de la qualification d'un club ou de la non-qualification d'un autre club pour les compétitions interclubs d'Afrique. Donc, ce communiqué-là est relatif à 2 échéances importantes dans l'agenda du Conor. C'est l'Assemblée générale de juillet 2023 et l'Assemblée générale de novembre 2023. Il fallait coûte que coûte qu'on détermine les 12 clubs qui vont venir prendre part à ces assemblées. Et c'est la chose qui est faite. Quant au reste, le moment venu, l'opinion sera fixée. Les 2 parties ont également abordé le match crucial Gabon contre RDC, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Match prévu le 18 juin 2023 à Franceville au Gabon. Kinshasa va accueillir d'ici le 19 juin 2023 la Coupe du monde de tennis zone Afrique dénommée Davis Cup. La confirmation a été donnée par le vice-président de la fédération et Franck Nimilongo est président du comité d'organisation de cette compétition. Hervé Landringoy, Rigomlobo. Plusieurs nations avaient concouru, avaient posé leur candidature pour pouvoir être organisateurs ou organisatrices en tant que nation de cette compétition. La RDC a soumis son dossier, elle a été retenue comme nation et nous devons nous en féliciter. L'opportunité permet à nos athlètes non seulement de se mesurer aux athlètes des 13 nations qui viennent, de savoir un peu ce qu'ils valent par rapport aux autres nations, mais que ceci leur ouvre les portes
parce qu'il y a des dirigeants de la Fédération internationale qui viennent, il y a des responsables des grands clubs qui forment les tennismen dans le monde qui passeront par là. Il y a tout un réseau qu'il y a lieu d'exploiter en faveur des jeunes tennismen congolais. Chacun a les ambitions de venir et de l'emporter. Ça, c'est sur le plan sportif. Étant donné que nous sommes la nation hôte et que nous organisons, nous recevons 13 nations, il est important que les moyens puissent suivre. Donc, si je pouvais lancer un appel, encore une fois, aux autorités, c'est celui de les voir, en tout cas accélérer les processus pour que le moment venu, nous puissions nous présenter à un ordre de bataille, un ordre utile pour remporter cette bataille. Et voilà, nous allons maintenant compléter l'actualité de ce mercredi 7 juin 2023 avec le parution de journaux selon une sélection et commentaire de Polydor Ngaziami. Place à la revue de presse. Un coup d'œil sur les parutions de ce mercredi 7 juin 2023 révèle qu'un autre feuilleton vient d'élargir l'assiette de l'actualité et d'enrichir de ce fait les unes des journaux. Il s'agit du gel des comptes du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa dont parle Africa News. Un gel que Afriland First Bank a obtenu de la Banque centrale selon un élu de Kinshasa qui a requis l'anonymat pour n'avoir pas perçu ses intérêts au sujet des émoluments des députés provinciaux destinés au remboursement de la dette en rapport avec le crédit véhicule conformément aux clauses. Entre-temps, renseigne Forum des As qui s'intéresse aussi au dossier, le gouverneur Jean-Tini Ngobila qui a été informé par ses services de la hauteur réelle de la dette auprès d'Afriland qui est de 2 millions de dollars et non pas de 7 millions tel que mentionné dans la correspondance du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, hésite de poursuivre le paiement. Conséquence, Godempoy s'en prend à Jean-Tini Ngobila. Il essaye, d'après les sources du quotidien, d'opposer les députés provinciaux au gouverneur de la ville, leur faisant croire que Afriland First Bank menace de confisquer leur maison suite au refus du gouverneur de payer la dette. Bras de fer ou épreuve de vérité entre Jean-Tini Ngobila et Godempoy, s'interroge la prospérité. Pourquoi, si brusquement, ces deux personnalités se regardent en chien de faïence, se demande le quotidien, qui précise que selon les clauses pour le remboursement, les émoluments des élus provinciaux devraient passer par Afriland First Bank en vue de retenir à la source 1450 $ américains par mois sur ceux de chaque député. Il s'est fait que le président de l'APK, Godempoy, a manœuvré jusqu'à réussir à ramener la paye de ces émoluments au système de paiement manuel en main appelé Maboko Bank. Système avec lequel il a continué à percevoir à la source les 1450 $ chaque mois tout en ne versant rien à Afriland First Bank comme cela a été convenu. En même temps, poursuit la prospérité, il est allé négocier avec le gouverneur de la ville pour que l'exécutif provincial paye cet argent auprès d'Afriland. L'autorité urbaine ayant donné son accord, le président Godempoy a décidé d'utiliser pour son compte tout l'argent soutiré des émoluments des députés destinés au remboursement de la dette. Le retard de paiement de la part de l'exécutif provincial est donc l'agent déclencheur qui aura mis tout à nu. L'autre dossier, c'est l'affaire Salomon Escadella. Africa News la qualifie de mauvaise copie de l'affaire des mercenaires que les services avaient sorti de nulle part en 2006 contre Moïse Katumbi, candidat à la présidence, accusé d'avoir enrôlé 32 mercenaires pour renverser Joseph Kabila, candidat à sa propre succession. Du fil en aiguille, écrit Congo Nouveau, des observateurs de la scène politique congolaise croient qu'à travers Salomon Kalonda, c'est Moïse Katumbi, candidat déclaré à la prochaine présidentielle, qui est directement visé. Il est en difficulté, fait savoir EcoNews, et l'arrestation de son conseiller spécial change fondamentalement la donne. Le Phare parle de l'agenda du raccourci qu'aurait arrêté l'ex-gouverneur de l'ex-Katanga, l'homme de Kachobwe. En effet, écrit-il, il ne semble pas jouer franc jeu avec son électorat car, pendant que ce dernier pense qu'il est réellement engagé dans la voie de la conquête du pouvoir par les urnes, l'intéressé a une toute autre vision de son avenir politique.
c'est celle de l'arrivée au pouvoir par un raccourci, à savoir un coup d'État ou un soulèvement populaire. Les prochains jours nous en diront long. Bonsoir. À présent, nous allons prendre le condensé de l'actualité africaine avec la Voix de l'Amérique. République démocratique du Congo, 7 soldats congolais ont été condamnés par la justice militaire à des peines de prison allant de 10 ans à la perpétuité pour des crimes commis dans le sud Kivu, province de l'est du pays, en proie à des violences armées. 10 ressortissants de la RDC ont été tués dimanche à Khartoum au Soudan dans des bombardements de l'armée régulière sur le campus de l'Université internationale d'Afrique, a annoncé Kinshasa lundi. Les combats continuent au Soudan, tirs d'artillerie, combats de rue et explosions ont fait une nouvelle fois trembler Khartoum, la capitale, où l'armée et les paramilitaires se disputent le pouvoir pour la 8e semaine consécutive alors que la situation humanitaire s'aggrave. Au Kenya, la police a tiré ce mardi des gaz lacrymogènes et arrêté 11 manifestants lors d'une marche à Nairobi contre un projet de loi de finances qui instaure de nouvelles taxes, notamment sur les produits de beauté, les carburants ou les crypto-monnaies. C'en est donc fini pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Nous allons prendre les rappels des titres de cette édition. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix, a confirmé ce mercredi face à la presse le retrait graduel des éléments de la MONUSCO. Pendant ces temps, la mission continue de remplir sa mission, celle de la protection des civils. Ainsi prend fin ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui l'avez aimablement reçu dans vos maisons. Ces remerciements, c'est au nom de toute l'équipe qui vous a tenu compagnie ce soir. Demain, c'est le prochain rendez-vous déjà à 7h30 avec Julia Kamoigna que vous suivrez à 7h30, à 10h et à 12h. Ne manquez pas le journal en Lingala. Ça sera à 16h avec Sylvain Kapombo Bosengele. Moi, je serai là à 19h pour la grande édition avec le même plaisir. Portez-vous bien et très bon type de programme sur nos antennes. Au revoir.